Émission mystère à distance ce matin, Monsieur Patrice Marty. J'espère que tu vas bien, Patrice. Très bien, merci Eric. Bon, on va parler d'un vrai sujet à l'occasion de l'édition Les Crânes de Cristal, porteurs de sagesse. Beau pavé, j'en ai sous-pesé le poids, 500 grammes quasiment, finalement, pour se nourrir. J'allais dire au-delà de la légende, au-delà du mythe, c'est vrai que on va revenir avant de rentrer dans l'idée de cet ouvrage. C'est une vieille légende indienne. Je me rappelle, j'étais encore tout juste jeune adulte, entre guillemets, et on était pris dans cette mouvance mystérieuse des crânes de cristal. Avait-il des pouvoirs? Combien étaient-ils? Enfin, on était, je dirais, dans une cure de jovialité à la Indiana Jones avec ces crânes de cristal. Ça a été ton chemin? Comment es-tu tombé dans cette légende? Et peut-être pas Oh, qu'une légende. oui, c'est une vieille histoire pour moi, les crânes de cristal. J'ai commencé à les dessiner, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Je dessinais des crânes sans trop savoir pourquoi. À l'adolescence, j'ai découvert dans un bouquin de Eric von Daniken Ouais. le crâne de de Michel Hedges, le crâne en cristal. Et là, j'ai compris que c'était ça que je dessinais en fait, sans savoir vraiment pourquoi, mais c'était une certitude, c'est ça que je dessinais. Et voilà, donc ça a été ma première approche avec les crânes de cristal. Donc tu vois, ça remonte déjà à quelques années. Et, euh, et en 2004, j'ai eu la possibilité de découvrir un crâne ancien qui s'appelle Max, qui venait pour la première fois en Europe. Et j'ai sauté dans un avion et j'ai été à sa rencontre en Hollande. Et c'est comme ça que ma toute première connexion ou reconnexion s'est faite dans cette vie avec Max. Justement, Patrice, ce Max en question, fait-il partie de cette famille? On disait des 13, tu me corriges, hein, parce que C'est des ça. 13 crânes de cristal répartis dans le monde et qui, si on les réunissait, bah, je dirais un vortex ou que sais-je, allait se passer pour nous Alors, connecter. la légende maya dit qu'effectivement, il y a 13 crânes de cristal anciens. Max en fait effectivement partie. Et la légende dit juste que c'était avec toute cette mouvance de 2012 qu'on a passé, qu'en 2012, les 13 crânes devaient se réunir. Et la légende dit uniquement qu'ils avaient un message à délivrer à l'humanité. Pas plus, pas moins. Après, c'est vrai que tout le monde a brodé autour de ça en y mettant tout plein d'idées, mais qui n'étaient pas celles des Mayas de l'époque. Dis-moi, Patrice, parce que justement, dans cette longue famille, et on va se nourrir à plus d'un titre avec toi ce matin, il paraît que justement, au Quai Branly, on a un crâne de cristal qui serait dit le crâne de Paris. Vrai, fake, qu'en est-il? Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Il y a vraiment un crâne. Il est Ouais, très peu exposé. Euh, Sa dernière exposition officielle, c'était justement avec la sortie du film d'Indiana Jones. Donc tu vois, ça a commencé à dater. Il a été exposé pendant une dizaine de jours il y a quelques années dans le centre de la France. Et dernièrement, exceptionnellement, il a été exposé à Paris dans un musée qui n'était pas du tout le Quai Branly, mais c'était un musée où il y avait une exposition autour du cristal, ouais. dans laquelle je me suis rendu bien évidemment. Et là, le crâne de Paris est exposé. Pour moi, c'est un ancien crâne. Il est peut-être pas si ancien et faisant peut-être pas partie de la légende des 13 crânes de cristal, mais suffisamment ancien pour être très intéressant malgré tout. Ouais. Est-ce qu'il y a, parce que on voit bien que à partir du 18e, 19e, je dirais les voyantes, les porteuses de bonne aventure utilisaient le cristal, en tout cas en boule. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, d'une manière médiumnique, en canalisation, que sais-je en tout cas, mais ces crânes sont rentrés dans cette aventure, j'allais dire non pas de l'occulte ou du paranormal, mais en tout cas du spirit peut-être même plus spécifiquement. Parce que il y avait toute cette légende un peu mystérieuse et lointaine de ces Amériques que les gens ne connaissaient pas encore. Quand il y a ces crânes qui sont arrivés, c'est vrai que dans la tradition judéo-chrétienne, le crâne c'est la symbolique de la mort, Ouais, alors que dans toutes les cultures du monde, c'est la symbolique de la connaissance.
pas du tout la symbolique de la mort. C'est juste l'Église catholique qui en a fait un symbole de mort. Mais sinon, dans toutes les cultures du monde entier, c'est vraiment un symbole de connaissance. J'en ai pour preuve, même Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire le mont du crâne en hébreu, parce que Jésus avait cette connaissance. Et on représente souvent Jésus avec à ses pieds un crâne et de serpent. C'est la connaissance et la guérison. Le serpent qui est le calucé des médecins, des pharmaciens. Idem, l'Église en a fait un animal du mal, mais ils ont essayé de détourner des choses, mais ça ressort aujourd'hui. On voit très bien que, effectivement, le serpent, quand il est double, en plus, c'est une représentation de l'ADN. Donc, c'est pour ça que c'est le symbole des médecins ou des pharmaciens. Bien sûr, oui. Et le crâne, symbole de connaissance par excellence, quand bien souvent, on retrouve même Marie-Madeleine dans des églises où elle est avec à ses pieds un crâne posé sur un livre. Le livre, il est ouvert, c'est la transmission de la connaissance. Le livre n'est pas fermé, c'est pas hermétique, tu vois. On a un rapport, puisque tu évoquais là aussi, bien sûr, la démarche de l'ADN, la sacralisation aussi des points, je dirais, de chakras. On voit que le crâne, finalement, possède, je dirais, deux, puisqu'on a toute la démarche glande pinéale et puis, je dirais, le dernier chakra, astral peut-être. Il y a un lien où là, c'est pur fantasme de ma part. Non, les anciens étaient persuadés qu'on avait des points précis sur le crâne, très importants, qui permettaient de se connecter au monde invisible, justement. Oui. Et dans le livre, je l'explique, on montre deux de ces points et avec des exercices pour respirer justement avec les crânes de cristal et comment faire pour avoir cette connexion. Et en réactivant ces points, juste les autres vont se réactiver par eux-mêmes en fait. Et c'est pas anodin. Les anciens connaissaient ces points bien évidemment, et avec le temps, on a perdu la connaissance de ces points. On a perdu aussi une connexion au sacré. Heureusement, le coronal, on a eu toujours cette connexion avec et la connaissance de ce chakra coronal qui nous permettait d'avoir ce lien galactique très fort et très présent, et de pouvoir aussi, par ce lien coronal, et même avec le troisième, et de se reconnecter à son être divin, à sa lumière intérieure. On dit d'ailleurs que notre dernière cervicale s'appelle, je dirais, l'astral. On aurait là comme ça, je dirais, une tête qui serait plus que symbolique, hein, parce que finalement, on méconnaît ce qu'il y a dedans. C'est pas toujours facile. Elle est aussi le recueil pour partie de nos sens. Il y a toute une culture. On y reviendra. Le cristal, justement, je voulais revenir là aussi sur, je dirais, la quintessence de ce matériau. Il a quelque chose de spécifique. Ça peut être qu'un crâne de cristal, pas un crâne de verre, pas un crâne, je dirais, d'une autre pierre, tout aussi précieuse ou symbolique. Non, le cristal est fondamental là. Oui, le cristal est important parce que déjà il a cette apparence très belle, on dirait presque de la glace. Diamant, ou de l'eau qui a gelé ou du diamant, donc c'est vraiment très très beau. Le cristal, c'est vivant, hein, même si c'est une pierre, ça reste vivant. Le cristal pousse, donc c'est bien un être vivant. Alors forcément, il lui faut des milliers d'années pour pousser par rapport à une plante, ce qui est beaucoup plus rapide, mais ça pousse le cristal. Et d'ailleurs, tous les objets qu'on taille aujourd'hui avec notre technologie, avec notre connaissance, tous les objets sont taillés dans le sens de la pousse du cristal, sinon le cristal il casse. Et tous les crânes anciens qu'on a jusqu'à maintenant sont taillés dans le sens inverse de la pousse du cristal. Donc ça veut dire que les anciens avaient une connaissance de la taille du cristal qui dépasse les connaissances qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est incapable de refaire des objets de cette qualité-là en les taillant dans le sens inverse, opposé à la pousse du cristal. Donc c'est vrai que c'est mystérieux, ça rajoute du mystère à ces objets. Et le cristal, il a été travaillé par les civilisations du monde entier depuis des milliers d'années. C'est à cela d'ailleurs Rhys, je me plie là aussi à tes recherches, qu'on sait identifier, reconnaître, je dirais valider là aussi la provenance et l'authenticité d'un crâne de cristal. C'est très difficile d'authentifier un crâne de cristal, on ne peut pas dater la pierre. Non, ça je le sais, oui. Mais par sa taille, par microscope, je ne sais pas, parce que... Alors, par microscope, aujourd'hui, ils arrivent à déterminer s'il y a eu des traces d'outillage ou pas dessus, et à quelle époque à peu près. Donc ça, on le sait. Mais les scientifiques nous disent, aujourd'hui, pour tailler un cristal, il faut une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Plus dure que le cristal de roche, c'est le diamant. Donc, il a fallu attendre
début du 19e siècle pour que les premières meules de diamants soient inventées en Allemagne et pour qu'on puisse tailler le cristal, polir le cristal. C'est pour ça aussi que le cristal, les objets en cristal sont chers, parce que plus il va être gros, plus ça va être onéreux, parce qu'il faut beaucoup de diamants pour réaliser la pièce. Et donc, tous les scientifiques nous disent, aujourd'hui, tous les crânes de cristal ne peuvent pas être antérieurs au début du 19e siècle, puisqu'il n'y avait pas la meule de diamant. Bien sûr, oui. Sauf que il existe pléthore d'objets en cristal de roche, polis. Donc, quand je dis polis, c'est important parce que avant le 19e siècle, pour tailler le cristal, c'était que par percussion. Donc, on prenait une pierre, on tapait dessus, ça éclatait, on pouvait sculpter, tant bien que mal, des pointes de flèches, des trucs comme ça, enfin voilà, des choses assez rudimentaires. Et là, on parle d'objets qui vraiment étaient taillés, des vases en cristal creux à l'intérieur, des objets, des statuettes avec un polymiroir, donc un polissage tellement parfait que ça se reflète dessus, et qui sont bien antérieurs avant l'apparition de la meule de diamant. Bah oui, bien sûr. Donc pour tous ces objets-là, les scientifiques n'ont aucun problème, mais dès que ça touche les crânes de cristal, non, début du 19e, parce qu'il n'y a pas les meules de diamant. Alors que tous ces objets que je montre dans le livre, que j'ai pu photographier et qui sont exposés dans des musées, ont été taillés bien avant le 19e siècle, bien avant l'apparition des meules de diamant. Donc oui, les anciens savaient tailler le cristal. Oui, les anciens avaient cette capacité-là et cette technologie, parce qu'on parle de technologie, c'est pas deux pierres qu'on tape l'une sur l'autre. Ils avaient de la technologie pour tailler le cristal dans le passé. Et pourquoi pas des crânes? Ouais. C'est surprenant d'ailleurs cette perte de mémoire, cette perte de connaissance, tant et si bien, je l'évoque pour autant parce que il est vrai que ces crânes de cristal, à défaut de vertu en tout cas, sont j'allais dire des bibliothèques, ils sont récepteurs, ils sont émetteurs, on voit bien que dans leur fonction en tout cas, on s'est dit bah tiens, on peut mémoriser, on peut archiver. Est-ce qu'ils sont au-delà finalement de la canalisation que j'évoquais tout à l'heure ou de l'aspect médiumnique, justement, source de mémoire, source d'information, est-ce qu'ils ont cette vocation? On pense qu'effectivement, ces anciens crânes de cristal sont comme des bibliothèques laissées par les anciens. Il y a une légende qui dit qu'au début, il existait 12 mondes et que chaque monde aurait mis toute sa connaissance à l'intérieur des crânes de cristal et ils auraient ramené ces crânes de cristal sur la planète Terre, la planète des enfants, dans une arche qu'ils appelaient, dans une pyramide qui était appelée l'arche, qui était conservée en Atlantide. Ça, c'est pour la légende. Et quand, avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été ramenés sur la terre ferme et a priori au Guatemala, conservés dans une grotte très longtemps et dispersés ensuite avant l'arrivée des Espagnols. Mais le cristal, il a vraiment une particularité très importante puisque aujourd'hui même, avec notre technologie, on utilise le cristal. On l'utilise énormément dans beaucoup de nos applications, beaucoup de notre technologie, dans les satellites, les lasers, dans les micros. Quand on parle, c'est parce qu'il y a un petit éclat de cristal qui permet d'amplifier la voix. C'est la mémoire vive des ordinateurs. Hewlett-Packard, à l'époque, qui était le plus gros constructeur d'ordinateurs, avait un département de cristallographie dédié à l'étude du cristal, puisque c'était la mémoire vive des ordinateurs. C'est encore vrai aujourd'hui. Donc, on sait que le cristal a cette capacité d'emmagasiner de l'information, de restituer de l'information, parce que c'est une pierre dans laquelle il y a beaucoup d'eau, en fait. Hein. C'est l'eau qui est à l'intérieur de cette pierre. C'est la pierre qui contient le plus d'eau. Et c'est à travers cette eau qui est à l'intérieur que ça permet d'emmagasiner et restituer de l'information. Mais pas que, hein, il y a plein de choses. On dit que c'est une pierre qui est piézoélectrique parce que quand on appuie dessus, ça génère une énergie et ça permet aussi d'enregistrer des informations. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses autour des crânes de cristal et du cristal en lui-même, cette matière qui est vraiment incroyable. Les anciens pensaient vraiment que c'était des choses qui avaient été laissées par les dieux parce que à l'époque c'était comme ça. Mais voilà, c'est une pierre qui est vraiment très belle avec des inclusions à l'intérieur, avec des reflets, avec des arcs-en-ciel, avec plein de choses et des lames, des couches. Et c'est vrai qu'on peut faire un travail presque hypnotique aussi parfois avec le cristal quand on commence à scruter le cristal. Moi, je ne travaille pas la partie canalisation médiumnique parce que pour moi, c'est pas des objets pour ça. D'autres le font et c'est très bien, mais c'est pas ma démarche. Oui. D'ailleurs, indépendamment, c'est une des questions qui me tarabustait, entre guillemets, Patrice, c'est, pardon, est-ce qu'il y a une démarche prophétique au-delà? On évoquait cette réunion possible, si tant est que, et sous question, a-t-on retrouvé les 13 crânes? Je crois que non, mais est-ce qu'il y a une démarche prophétique malgré tout? Pas du tout.
Non, D'accord. rien. Il n'y a rien de prophétique. On a voulu faire dire au calendrier Maya que c'était la fin du monde en 2012, alors que On est pas en du tout. 2024, hein, ouais. C'est ça, vous voyez. Donc, et le calendrier Maya n'a jamais dit ça. Juste, il y avait un des calendriers Maya qui s'arrêtait effectivement en 2012, mais comme pour les Mayas, le temps est cyclique, c'est une roue, donc c'était Oui. pas un arrêt, c'était la fin d'un cycle, pas du temps, Mhm. et pas de la planète, et pas d'Armageddon. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça, mais il n'y avait rien de prophétique, même pour les Mayas. Et pareil pour les crânes. La légende dit qu'ils avaient juste un message à délivrer à l'humanité. Il n'y avait rien de catastrophique dans les propos qui étaient tenus dans cette légende. Après, voilà, l'imaginaire humain étant ce qu'il est, ça fait vendre quand on parle de catastrophes, de choses comme ça, ou de prophéties ou autre, mais pas du tout pour le coup. Justement, je fais un petit pas de côté ensemble parce que tu parles un côté d'argent. On a vu là aussi s'enflammer avec des faux, usage de faux, parce que il y a eu des cotes vertigineuses sur ces crânes, voire quasiment même plus monétisables. Mais alors, il y a eu un business qui s'est orchestré il y a de cela quelques Mais pas décennies. tant que ça. Pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Non, non, pas tant que ça. Aujourd'hui, les crânes anciens, effectivement, c'est difficile de mettre un prix dessus parce Oui, que comment faire pour savoir ce que ça vaut impossible. voilà, Ouais. si ce n'est, voilà, c'est impossible de mettre un prix là-dessus. D'ailleurs, c'est un gros problème aux États-Unis parce que on a le fameux crâne de Mitchell Hedges qui appartenait Oui. à Anna Mitchell Hedges quand elle est décédée. C'est Bill Oman, son gardien actuel, qui en est devenu le propriétaire. Et le gouvernement américain a voulu taxer Bill Oman au niveau des frais d'héritage. Mais combien? Quoi? Qu'est-ce que ça vaut? Donc voilà, ils n'ont toujours pas tranché d'ailleurs. Hein, et D'accord. ça remonte presque une dizaine d'années. Et, parce que y a pas, donc c'est compliqué. Après, c'est vrai que les crânes anciens, quand ils se transmettent, forcément, j'imagine qu'il y a un coût élevé parce que c'est des objets, mais quel prix donner à un crâne en cristal ancien? Je ne sais pas. Moi, j'en connais une dizaine de ces crânes anciens. Est-ce que les 13 ont été réunis en 2012? J'ai tendance à penser que oui. Ah oui, Euh, d'accord. oui, oui. Alors, ou est-ce qu'il n'y avait que les 10 et est-ce qu'il y en a 3 que je ne connais pas, qui sont peut-être dans des collections privées où les gens ne veulent pas que ça se sache? Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, je suis plutôt dans cette idée-là. Ces crânes, il n'y a pas eu forcément de grosses transactions financières avec ces crânes. Moi, j'ai toujours eu des crânes qui me sont arrivés et miraculeusement avec des prix qui correspondaient avec ce que je pouvais moi mettre comme argent au moment où ça s'est présenté. Et quand les crânes veulent changer de gardien, de propriétaire, ça se fait assez facilement et même l'argent du coup devient secondaire. J'en ai fait l'expérience. Donc j'ai un crâne comme ça, une gardienne qui voulait et le crâne lui disait qu'il voulait venir avec moi. C'est bien, mais elle m'a demandé à l'époque presque 10 000 euros, somme que j'avais pas et donc je lui ai dit que non, c'était pas pour moi et elle me rappelle quelques temps après en me disant Patrice, ici le crâne veut vraiment être avec toi. Je dis mais moi j'ai pas 10 000 euros. Donc elle me dit c'est pas grave, c'est toi qui fais le prix que tu feras, je l'accepterai. Donc tu vois, il y a quand Oui. même une démarche spirituelle aussi là-dedans, en disant que c'est le crâne qui décide et pas forcément le gardien actuel du crâne. Et donc ce crâne aujourd'hui est avec moi, il s'appelle Umama, c'est un crâne incroyable. Et voilà, c'est pas forcément que de l'argent, Bien sûr. un vrai business qui est autour de ça, tu vois. Et j'ai pas cette impression-là. Et après, il y a des crânes qui sont vendus aujourd'hui, depuis les années 80 maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont sculpté des crânes, de plus Oui. en plus de crânes qui sont vendus, hein, qu'on peut trouver maintenant. Mais ce qui fait le prix d'un crâne, ça va être sa taille, la Son qualité de la travail, pierre, quoi, son matériel. sauf le travail, le matériel et puis Ouais. le poids. Plus le crâne va être gros, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, plus il va falloir beaucoup de meules de diamants si c'est du cristal et ça va coûter cher forcément. Voilà, donc faut savoir que quand on veut un crâne, il faut 3 fois le volume brut pour avoir le produit final. Donc il y a beaucoup de pertes aussi, donc ça coûte cher forcément. On n'est pas insensible avec cette mondialisation de la communication. On voit bien que sur toutes ces cultures d'Amérique du Sud, le crâne, c'est également la fête qu'on appelle chez nous d'Halloween, en tout cas la fête des morts. On les peint, ils sont bariolés
violet, ils sont festifs, j'allais dire. Il y a un lien entre cette histoire des crânes de cristal et cette fête, en tout cas commémorative sur les défunts? Alors, pas du tout. Il y a vraiment aucun lien entre les deux. Euh, Alors que cette fête au Mexique, dont tu fais Oui, allusion, n'a rien, enfin pour moi, n'a rien à voir avec Halloween. Halloween, c'est d'accord. vraiment quelque chose Oui, oui. qu'il faut faire peur. C'est un peu morbide, c'est Oui, un oui, ça peu. n'a rien à voir, on est bien d'accord. Au Mexique, non, non, c'est très joyeux, c'est très Ouais. gai. Ils vont dans les cimetières, ils boivent des coups dans les cimetières, On ils fait la mangent dans les fête, hein. cimetières, Ouais, ils font la voilà. fête dans les cimetières, ils font vraiment la fête, quoi. C'est honorer les anciens qui sont partis. Ils n'ont pas cette relation à la mort qui est la même que nous. Ils ont une relation à la mort beaucoup plus moins triste, Plus festive. plus festive, ouais, c'est ça. Donc c'est pas une fin en soi, donc Mais c'est pas pas de triste. lien. Il y a pas, dans tes Non, études. entre Non. les crânes de cristal, non, Bon. non, non, non. Alors aujourd'hui, justement, toi, t'en possèdes un. On va revenir sur ce livre parce que Plusieurs, ouais. plusieurs, il faut acheter ton livre Ouais. pour se baigner. Cette interview n'a pour vocation que d'être quelques, je dirais, traces de cristal sur un long chemin. On s'efforce, je dirais, d'éclairer. Quel lien tu entretiens justement avec, je dirais, celui, si tant est que tu aies une préférence, ou ceux que tu utilises, au-delà d'une vibration, d'un rééquilibrage, quelles sont finalement tes démarches avec ces crânes de cristal? Alors moi, je me suis jamais levé un matin en me disant tiens, je vais aller acheter un crâne. Ils sont toujours arrivés à moi Tous par, voilà. comme voilà, parce que ça devait se faire. Mais voilà, j'ai jamais choisi. Voilà, c'est eux à chaque fois qui m'ont choisi. Même si des fois, dès qu'on voit un crâne, on sait qu'il y a un lien qui est très fort. Celui dont je faisais allusion tout à l'heure, là, de cette dame. Dès que j'ai vu ce crâne-là, j'ai beaucoup pleuré. Enfin, ça a été quelque chose d'incroyable. Je savais que j'avais un lien très fort avec ce crâne, sans savoir vraiment pourquoi, mais le lien était là. Dès que je l'ai vu, je me suis, voilà, c'était une reconnexion. Et quelques temps après, il a voulu revenir avec moi à ce crâne. Tu vois, donc je sais qu'il y avait ce lien très fort. Et il est juste là. D'ailleurs, je vous le montre. Allez, Oui, c'est intéressant. hop, Merci, Patrice. Ouais, ok. c'est Ouais. celui-là, tu vois. Donc c'est un crâne qui est très particulier. Il est creux à l'intérieur. Hmm. Donc il y a beaucoup de cérémonies qui ont été faites avec à l'intérieur en s'en servant pour boire des choses, des trucs comme ça. Il est très abîmé, tu vois, Ouais. d'un côté. Il est très lisse de l'autre parce qu'il a été enterré en fait comme ça. Toute la partie qui était à l'extérieur a été beaucoup abîmée par du vent, du sable. Et pour avoir une érosion aussi importante sur une pierre comme du jaspe, il faut des centaines, voire peut-être des milliers d'années pour avoir cette érosion-là. Donc c'est un crâne très ancien. Donc Umama travaille beaucoup le féminin, travaille beaucoup avec la terre-mère. C'est un crâne très terrien, très connecté avec la matrice féminine aussi. Et donc voilà. Donc j'ai pas, comment dire, j'ai pas euh, il y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Oui. C'est pas possible. C'est comme pour un enfant. Est-ce que tu aimes plus ton C'est fils ou une. ta fille Voilà. ou Ouais. c'est pas possible, toi. Et donc c'est à peu près la même chose. Hmm. Donc c'est toujours eux qui sont venus à moi. Je les entends parfois. Enfin parfois je les entends quand il y a des choses vraiment très importantes. Je suis pas à aller les questionner régulièrement ou les interroger ou faire des choses avec. Quand ils ont des messages à me donner, je sais que ils savent le faire très bien. Si je suis pas réceptif parce que beaucoup dans mon travail, dans le mental, etc., pas forcément dans mon enfant intérieur et dans le cœur, ça va venir par les rêves, ça va venir par des synchronicités, ça va venir par des choses comme ça Ouais, récurrentes. hmm. Et là, je me dis bon bah tiens, il y a un message, donc j'allais me connecter, j'allais faire une méditation et donc là, j'ai des messages qui arrivent plus facilement. Mais je suis pas un méditant quotidien, je vais pas méditer tous les jours forcément avec eux. Même voilà, si j'essaie de m'aligner au quotidien tous les matins, mais pas forcément avec un crâne. Parfois, il y en a qui se proposent et donc je prends, mais il y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. Et voilà, je suis pas dépendant Bien sûr. de mes crânes de cristal et c'est voilà. Justement, dans cette résonance, le mot se veut pardon, englobant. J'allais dire, chaque crâne est source d'un ou c'est un commun? Je m'explique, est-ce que finalement, il y aurait une logique d'égrégore en termes, je dirais, de passerelle entre le crâne et toi, ou c'est réellement, j'allais dire, une personne, une énergie plutôt? Ouais. Je pense que chaque
crâne peut être habité par une énergie qui lui est propre. Oui. Je ne sais pas si je peux dire énergie ou entité ou J'entends bien. Ouais. personnalité, je ne sais pas. J'ai une idée, mais je suis pas sûr du truc. Tu vois, mais je pense. Et ensuite, et ça va aussi dans ton sens, il y a un égrégore qui se fait au niveau de la planète entre tous les crânes. On part du principe que quand un crâne se connecte avec un autre, il est en contact tout le temps. Okay. Et donc ça fait une espèce de grille cristalline autour de la Terre avec l'énergie des crânes de cristal. Donc là, oui, après, il y a un égrégore. Et ça, on s'en est rendu compte quand j'ai créé l'oracle des crânes de cristal. C'est... chaque carte, donc il y a 52 cartes, et c'est un chiffre sacré pour les Mayas, et les 52 cartes, il y avait l'énergie de chaque crâne sur chaque carte, qu'on ressent bien. Et on s'est aperçu au bout d'un temps, et c'est pas moi qui m'en suis aperçu, c'est des personnes à force de l'utiliser, qui avait eu un égrégore qui s'était mis en place autour de cet oracle et qui était commun à tout l'oracle en fait. Okay. Et on a réussi, enfin moi j'ai réussi à me connecter à cet égrégore-là et c'est vrai que c'est très puissant. Mais voilà, donc oui, après il y a des choses comme ça qui peuvent se faire, mais je pense qu'ils ont une conscience ou une entité ou une énergie individuelle, puisque moi quand je les entends, ça peut être comme une voix parfois, avec chacun son timbre de voix, c'est pas la même résonance, la même vibration. Je te dis ça, Patrice, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais mesurer entre l'archéologie, je dirais, extraterrestre également. Quand je dis extraterrestre, c'est, on voit bien que sur ce code vibratoire, on entend ici des vents de gens qui se connectent parce que nous serions 3D, 4D, 5D, enfin, peu importe. Est-ce que justement dans cette archéologie, où les Mayas nous ont surpris par des interprétations, des fois assez intrigantes de par notre modernité, il y a aussi le pouvoir de se connecter à des puissances que je dis non terrestres, à défaut d'être extraterrestres, mais qui seraient, je dirais, des habitants de planètes lointaines et qui, par ce biais-là, là aussi, rentreraient en lien, en communication, en action. Question. Je pense que les crânes anciens ont été transmis effectivement par des galactiques. Ouais. On parlait de cette légende où il y avait 12 mondes qui étaient habités, que chaque monde aurait mis sa connaissance et les aurait amenés sur la planète Terre. Il y a l'Atlantide aussi qui est très présente dans cette légende amérindienne. Donc oui, il y a cette connexion avec le galactique, bien évidemment. J'ai par l'intermédiaire de crânes aussi eu des expériences que je décris dans le livre, où il y a eu des choses particulières, ou même des entités qui se sont montrées, qui sont pour moi des entités galactiques, grâce aux crânes de cristal. Donc oui, je pense que les crânes ont un lien, mais je pense que tout est lié en fait. Moi, quand je vais au Mexique et que je leur demande d'où viennent leurs dieux, ils me montrent le ciel. Quand je suis avec les anciens de l'île de Pâques, ils me montrent le ciel. Quand je suis avec les Indiens Hopi, ils me montrent le ciel. Ils me montrent jamais la terre d'à côté, un océan, la mer, une rivière. À chaque fois, les dieux, ils viennent du ciel. Et quand on reprend les textes anciens de Mésopotamie, c'est ce qu'ils appellent les Anunnaki, qui viennent eux aussi du ciel. Donc on a toute cette littérature qui est même dans le Mahabharata en Inde. À chaque fois, ça vient du ciel. Et bien évidemment, il y a un lien très fort avec les crânes de cristal. Moi, j'en ai un qui s'appelle Sirius. Voilà. Oui. Donc oui, il est connecté avec là-haut, comme moi je le suis aussi, je pense. Et c'est pour ça que j'en suis le gardien aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a tout ça qui est bien évidemment, les anciens ont cette connaissance-là, ont encore ces liens très forts aussi avec eux. Quand je vais au Mexique, ils sont en contact avec ces galactiques et ils les voient souvent, pour eux c'est quelque chose de tout à fait normal. Je le vois sur ce qu'on peut appeler l'archéologie entre guillemets interdite, en tout cas par celles et ceux qui l'ont officialisée depuis quelques siècles. On voit bien qu'il y a un conflit on l'évoque ce matin ensemble, et ton livre en est un poignant recueil, en tout cas d'histoire, de légendes, mais confronté là aussi à, je dirais, une démarche scientifique, parce que si on évoque le polissage de ces crânes, me vient à l'esprit
les grottes de Barabar qui ont été mises en relief et en excellence, tant le polissage est au micron. On voit bien que c'est pas avec des outils rudimentaires, c'est pas non plus avec une piètre organisation, parce que après, qui dit technologie dit aussi méthodologie humaine, et là forcément il y a des enjeux de technicité, de logistique, de moyens. Ça semble compliqué. Je reste persuadé que les anciens avaient une connaissance qu'on a perdue. C'est pour ça que j'ai mon site s'appelle Savoir perdu, parce que ce savoir-là, je pense qu'on l'a perdu, et c'est la quête de ma vie d'essayer de me reconnecter à ce savoir perdu ou aux traces qui ont été laissées par les anciens. Et Dieu sait qu'il y en a des traces laissées par les anciens, et c'est des traces qui démontrent effectivement qu'il y avait une technologie, qu'il y avait des outils, qu'il y avait de l'intelligence, de la réflexion. Enfin, c'est pas faire une structure comme la pyramide de Khéops. C'est pas, on le fait pas comme ça avec un coup d'essai. On fait d'abord des maquettes, des répliques. On en fait des plus petites avant d'en faire une grande. Enfin, tu parlais de Barabar, c'est Patrice Pouillard qui travaille beaucoup en ce moment là-dessus. Exactement. Il a mis en exergue aussi sur LRPD ou BAM des choses aussi sur les pyramides. Donc voilà, il fait un travail de dingue. J'adore moi le travail de Patrice, bien évidemment. Donc ça démontre pour moi qu'il y avait effectivement une civilisation différente de la nôtre, qui avait cette connaissance. Pourquoi différence de la nôtre? Parce qu'on a retrouvé aussi des traces organiques de cette civilisation, à savoir les crânes allongés. Oui, c'est vrai. C'est un dossier sur lequel je travaille beaucoup, sur lequel je donne des conférences, parce que pour moi c'est la seule preuve matérielle qu'on ait d'une civilisation différente du sapiens qui a existé dans le passé. Donc voilà, et à chaque fois qu'il y a ces crânes allongés, on a des structures dites mégalithiques, que ce soit des pyramides, des temples, des murs, des choses comme ça. Donc oui, il y a ce lien très fort avec les galactiques aujourd'hui sur Terre. Oui, je pense que si on prenait comme postulat qu'on a été visité dans le passé par une civilisation extraterrestre, il y a beaucoup de choses qui s'expliqueraient tout naturellement, ne serait-ce que le chaînon manquant, par exemple. Oui. Mais on comprendrait aussi comment ces anciens, soi-disant avec des boules de pierre et des burins en laiton, ont pu construire la pyramide, ou ces structures égyptiennes qui sont faites au micron, juste parfaites, ou les grottes de Barabar, ou des statues en cristal qui défient l'entendement. Voilà, je reste persuadé. Alors, je dis pas qu'elle est forcément extraterrestre, même si c'est ma conviction, mais je me dis qu'il y avait, à un moment donné dans notre histoire de la Terre, une civilisation différente du sapiens, plus évoluée que la nôtre. Est-ce qu'elle s'est éteinte? C'est possible. Est-ce qu'elle est repartie? C'est possible. Est-ce qu'elle fait des allers-retours et qu'elle revient de temps en temps? Je pense que c'est possible, très possible d'ailleurs même. Et voilà, donc je pense qu'on a tous ce lien très fort avec ce monde galactique. Je veux pas mettre de mots dessus. Je préfère dire galactique ou du cosmos, parce que extraterrestre, ça me pas plaît facile. pas trop. Mais ouais, voilà. Mais parce que je pense qu'on a effectivement que la planète Terre est très liée à ça justement, et qu'il y a pas et on peut pas séparer l'un de l'autre, parce que si on prend ce postulat, en fait, tout est logique, tout s'emboîte et tout devient expliqué et explicable facilement sans dire que c'était des légendes ou que c'était des allégories ou que c'est fantasmagorique ou que c'est improbable ou paranormal ou voilà. J'allais dire, ça fait maintenant 70 années, on va dire depuis Roswell, vais-je dire, qui pourrait être un marqueur dans un calendrier dit de révélation, hein, je le précise, moderne en tout cas. C'est vrai qu'on est toujours en attente, et je sais que au-delà du livre sur les crânes de cristal que tu t'affaires, on évoquait les pyramides à l'instant, les crop circles, on aura Umberto bientôt, nous pareil, pour avoir des échos, je dirais, mais comment se fait-il qu'avec finalement tous ces artefacts qui sont aujourd'hui de plus en plus révélés, nous n'ayons pas un chemin mieux balisé vers ce retour à ce savoir que tu évoquais. On a vu que certaines pierres peuvent être par vibration léviter, donc finalement on viendrait contraindre la gravité, d'autres peuvent être coulées, on a imaginé mille choses, mais pour autant on n'est jamais encore
encore dans le factuel, où la révélation ne nous a pas ouvert les chemins. Faut-il rester dans l'ignorance encore pendant des siècles? On n'a pas un chemin qui devient plus éclairant? Ne pas savoir aujourd'hui, c'est un choix. Mhm. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Oui, Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les crânes de cristal, Internet n'existait pas. Donc c'était très les compliqué, bibliothèques. voilà, t'avais les bibliothèques, il fallait s'abonner à des revues, il Ouais. fallait attendre la sortie d'un bouquin pour avoir de l'info. C'était assez compliqué, c'était long, c'était pas comme aujourd'hui où l'information est très rapide, où on peut se connecter avec le monde entier. Alors oui, bien évidemment, il faut avoir aussi son libre arbitre, faire le choix, faire du tri. Moi, quand j'ai une information, avant de communiquer dessus, ben, je vais chercher les sources, je vais voir si c'est viable ou pas, si ça vaut le coup d'en parler ou pas. Enfin, voilà, il y a toute une démarche à faire. Je balance pas un truc comme ça, Bien donc sûr. Ouais. c'est important de faire cette démarche-là. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que, encore une fois, ne pas savoir aujourd'hui, c'est un choix parce que tout est à disposition. Alors, c'est vrai que les médias lambda classiques ne vont pas sur ce chemin-là et n'en parlent pas. Donc je pense que c'est un travail qu'on doit faire avant tout personnellement et individuellement pour que ce soit quelque chose, on parlait d'égrégore tout à l'heure, après un égrégore plus important qui prenne le dessus et commencer à pouvoir envisager ça différemment. Quand je vois le travail de Patrice sur les grottes comme ça où il y avait j'ai oublié le nom du monsieur qui avait aussi fait un reportage sur les pyramides qui était super, qui parlait justement des pierres moulées et tout ça. Enfin, j'ai l'impression même qu'il y a beaucoup d'infos qui commencent à être données qui sont à la portée de tous. Et il suffit de s'y intéresser un petit peu, il suffit de laisser quelques instants les ornières qu'on peut avoir et essayer de regarder le monde différemment. Peut-être que ce qui nous a été appris depuis des décennies sur les bancs de l'école, voilà, aujourd'hui on nous dit encore que les pyramides sont des tombeaux. On n'a jamais retrouvé un corps dans une pyramide, jamais. Donc non, ce ne sont pas des tombeaux, mais ça arrange l'histoire, ça arrange les religions, ça arrange les gouvernements certainement de nous laisser aussi peut-être un peu dans cette ignorance-là et qu'on soit pas trop éveillé. Voilà, je pense que le divin, il est à l'intérieur de nous. Il faut pas aller le chercher auprès d'un dieu extérieur ou d'un prêtre ou d'une église. Je pense que la partie divine, on l'a tous, et de se reconnecter avec, ça, c'est sûr que ça apporte une telle liberté d'avoir cette information et cette je veux pas dire croyance, mais c'est parce que ça n'est pas une, mais cette conviction et forcément, ça permet de faire beaucoup de choses. Et d'être plus libre. Et pour moi, ça, c'est le plus important, la liberté. Alors, justement, Patrice, on évoquait, hop là, il va falloir que tu te retournes, ton téléphone a basculé. On évoquait, parce qu'à l'instant, j'étais sur Davidovich qui évoquait les pierres coulées sur les pyramides. On a le château de Corail, je crois que c'est en Floride, cet Américain, ce vieil homme qui a reconstruit, il a un nom impossible à mémoriser, la Scarlin, enfin j'arrive pas à le dire, mais en tout cas il a fait des choses assez improbables. J'allais dire, on est vers cette quête de révélation, il faut que ce livre en tout cas, il faut l'acheter parce que il est important, non pas dans la bibliothèque, mais sur sa table de chevet, dans son sac de voyage, parce qu'on a besoin de ces histoires, elles nous nourrissent, elles nous mettent en énergie. Parce que c'est vrai que c'est génial quand d'un seul coup le livre nous ouvre notre propre voie de réflexion, notre propre voie de curiosité, parce qu'on a le sentiment, et c'est pour ça que je te posais cette question de la révélation, qu'on est à quelques millimètres peut-être aujourd'hui d'informations qui devraient peut-être changer le courant d'une civilisation qui nous a été imposé peut-être dès le XVIe siècle, quand la première fabrique d'une éducation, d'une culture, en tout cas, s'est mise en place et qu'on nous a raconté une échelle du temps, qu'on nous a raconté une histoire ou des histoires. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais partie de celles et ceux qui vont nous apporter là d'autres éléments probants et nécessaires. L'idée de ce livre, c'était ça. C'était d'essayer. Moi, je veux convaincre personne. Bien sûr. Je suis pas là pour ça. Chacun fait son chemin.
Ouais, c'est ça, c'est un partage d'expérience aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues à l'intérieur, et parce que si moi je peux le vivre, n'importe qui peut le vivre, et c'est à la portée de tous. Et c'est important d'en avoir conscience, encore une fois. Mm. Et cette révélation, pour moi, elle est, comme tu disais, à quelques millimètres. On voit aujourd'hui le gouvernement américain, il communique de plus en plus sur les apparitions d'objets volants non identifiés. Il communique de plus en plus sur à la télé. Il y a des séries sur des ovnis maintenant qu'on peut voir, ou à l'aube de notre civilisation, cette série aussi sur tous ces sites dont je parlais tout à l'heure, qui sont des sites mégalithiques et dont on était incapable de refaire même aujourd'hui avec notre technologie. Et donc voilà, il y a de plus en plus de programmes, il y a de plus en plus de choses qui sont qui sont rendus accessibles au grand public par des biais comme Netflix ou d'autres plateformes, ou Gaïa, ou BTLV, ou d'autres, ou vous, le travail que vous faites aussi, bien évidemment. Et tout ça contribue forcément à ce que les gens puissent avoir cette petite étincelle, cette révélation. Moi, je discute beaucoup, comme mon métier, c'est d'organiser des salons du bien-être. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, moi, vous savez, ça fait 2 ans que je suis sur le chemin, ça fait 10 ans, ça fait 6 mois. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller comme ça, et moi je le vois à travers les gens que je reçois sur mes salons, et ça c'est important, et je me dis que plus les gens seront nombreux, peut-être qu'après il y aura une bascule, je sais pas comment expliquer ça, peut-être qu'il faut un quota de la population pour que ça change, tu vois, ou que ça bascule, et que les gouvernements ne puissent plus revenir en arrière aussi, c'est ça, tu vois. Ouais. Voilà, il y a eu tellement de choses aujourd'hui. Tu parlais de Davidovich sur les pierres moulées. Aujourd'hui, on le sait que les pierres ont été moulées de Khéops. Tout le monde le sait. Juste, ils veulent pas le lâcher, le truc, tu vois. Mais on sait que scientifiquement et chimiquement, on sait que c'est des pierres qui ont été moulées. Ouais, j'ai suivi. Mais voilà, ça tient dur encore. Et ils nous apprennent à l'école que c'est des gars avec des marteaux comme ça qui tiraient les pierres. Alors que si elles sont moulées, c'est vrai que c'est plus facile de trimballer des sacs de sable que des pierres qui font 10 tonnes. Bon, ben voilà, et ça explique pourquoi il y a des grosses pierres en haut de la pyramide de Khéops et des petites en bas. Voilà, donc il y a des choses d'un coup qui deviennent logiques. Mais non, ils tiennent encore ça, ils veulent pas lâcher encore le morceau. Mais j'ai l'impression que c'est en train de s'effriter, le truc, et voilà, que de plus en plus, justement, on va vers cette... alors je ne vais pas dire une révélation, mais on va de plus en plus vers une information révélée, une conscience collective, et une information qui est révélée par l'intermédiaire de cette prise de conscience collective aussi. Je pense que c'est important. L'un va pas sans l'autre. Bon, bah justement, je voulais terminer ce premier regard, chère Patrice, avec, forcément, ce livre sur les crânes de cristal, porteur de sagesse. Tu es toujours, et tu l'évoquais, créateur de salons dans ta belle région, dans le sud de la France, sur, là aussi, le bien-être, le soin. Portes-tu toujours des conférences ici et là, parce que on te savait engagé, là aussi, sur des moments, j'allais dire précieux, d'échange? Oui, je suis en conférence à Biarritz prochainement. Très Après, bien. je suis, c'est fin novembre. Après, je suis à Bordeaux en conférence, à Montpellier. Bien. Ça, c'est pour 2024. Et sur 2025, je serai au mois de mars du côté de Lyon, par là-bas. Enfin, Ok. voilà, je bouge un petit peu. On te suit sur ton site Savoir Perdu? Absolument, Très bien. sur la page Facebook. Ok. Et voilà, puis le bouquin, Alors, évidemment. le livre que je conseille, bien évidemment. Et voilà. Moi, je voulais te faire une proposition cosmique, mon cher Patrice. J'aurais bien reprogrammé devant tous nos auditrices, auditeurs. Je te sais proche aussi, puisqu'on a parlé un peu des pyramides, mais celle de Bosnie, de monsieur Osmanagić, que tu as suivi. Se donne-t-on un rendez-vous? On va pas te donner la date là, mais écoute, on va se quitter sur ça. Nous, on va se caler une nouvelle date, et puis ce sera l'occasion d'échanger autour, là aussi, d'un autre phénomène assez dantesque sur les pyramides de Bosnie. Cher Patrice, je rappelle ton livre, qui est sorti il y a hier. Voilà, je savais que j'étais à quelques jours, mais nous étions sur ce début novembre. Le crâne de cristal, porteur de sagesse, monsieur Patrice Marty, aux éditions Lanor, c'est ça, hein? Absolument, oui. Merci à toi pour ce rendez-vous très singulier, ça m'a fait vraiment plaisir. Nous, on se dit à bientôt, parce que on va parler pyramides ensemble. Avec plaisir. Et très belle journée à toi. Au revoir. Merci, à très vite. Au revoir.